Donc, merci d'être là. Je demanderai à partir de maintenant, je vais demander à mon équipe de venir se présenter. Donc, vous avez compris que la voix active la caméra. Donc, je vais demander à Hélène de se présenter. Alors, bonjour, vous verrez que vous avez vu qu'on est dans le même bureau. Je suis Hélène Corriveau, je suis physiothérapeute de formation, je suis chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement et je suis professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke. Ma participation aujourd'hui va être celle de la clinicienne qui entraîne et qui donne des traitements et des évaluations en téléréadaptation. Merci. Est-ce que Dalia, vous pourriez vous présenter? Oui, bonjour. Alors, je suis Dalia Kerry. Je suis physiothérapeute de formation, professeure à l'École de réadaptation au programme de physiothérapie à l'Université de Montréal et chercheur pour le CRIR à Montréal, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation. Et mon domaine de recherche est l'utilisation des innovations en réadaptation, dont la téléréadaptation. Donc, je vais vous apporter des leçons apprises de nos divers projets cliniques, de recherche clinique qu'on a eu en téléréadaptation. Parfait. Simon, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, en fait, je suis Simon Brière, donc je suis ingénieur de recherche au Centre de recherche sur le vieillissement à Sherbrooke. Donc, je suis impliqué au niveau de tous les aspects technologiques. Donc, on va continuer peut-être avec Catherine. Oui, bonjour. Donc, je suis Catherine Pagé. Je suis coordonnatrice de recherche là, pour tous les projets en téléréadaptation là, depuis déjà les 10 dernières années. Donc, je risque d'être votre point de contact aussi là, par la suite, là, selon comment va se dérouler là, la séance d'information d'aujourd'hui. Donc, bonne séance à tous. Parfait. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire un tour de table qui est alentour de nous. On imagine que vous êtes dispersés dans la province. C'est ce qui fait notre bonheur, de tenter de rejoindre un peu les gens qui sont un petit peu partout. Pourquoi sommes-nous ici ce matin? Considérant notre expérience en téléréadaptation depuis au moins 13 ans, puis considérant les besoins d'information qu'on a vu passer sur différents médias sociaux, on a senti un appel en disant peut-on aider notre collectivité des professionnels en réadaptation en donnant de l'information minimale. Nous n'avons pas la vérité sur la téléréadaptation. Nous avons plutôt des conseils, des pratiques qui peuvent devenir intéressants à toute personne qui voudrait implanter la téléréadaptation à court terme. Donc, au fil des ans, on a fait des belles petites erreurs. Si on a moyen de vous éviter de faire ces petites erreurs-là, la conférence devrait vous aider. L'objectif, c'est très important de situer ce qu'on va faire, puis on va situer aussi ce qu'on ne fera pas à la fin. Donc, on va expliquer un peu c'est quoi la téléréadaptation, ça ressemble à quoi. Vous avez déjà une idée. Si vous êtes ici, c'est parce que vous savez, vous allez sans doute voir des gens à distance, etc. On va quand même en reparler un petit peu. On va parler des différentes options technologiques qui sont à la disposition des cliniciens. On va donner des exemples de clientèle. On va parler aussi de la relation thérapeute-patient, thérapeute professionnel, comment ça se passe en téléréadaptation. Et à la fin, on va donner des consignes de base pour une implantation réussie. Prochaine diapo. Merci. On passe à la prochaine aussi. Donc, la pandémie nous frappe à tous les jours. Vos vies sont bouleversées. Pour certains, vous n'êtes plus au travail, vous êtes à la maison avec vos enfants, vous faites du télétravail. Nous, en réadaptation, on a des patients. Donc, dans bien des cas, il y a une rupture de service entre eux et nous à différents degrés. Il y a des cliniques qui sont peut-être ouvertes, il y a des milieux publics qui sont peut-être ouverts, mais on a reçu la consigne ministérielle en disant de ne traiter que les cas urgents. Donc, on voit bien qu'en réadaptation, il y a une coupure présentement et c'est à ça qui nous amène à dire qu'il faut penser différemment. Prochaine, s'il vous plaît. Bon, il faut changer de paradigme. Ce n'est pas nouveau depuis la pandémie qu'on a besoin de voir des gens à distance. Déjà, dans le système de soins usuels, il y a des gens qui sont dans le rang 7 qui ne peuvent pas venir me voir en clinique externe ou que moi, je ne peux pas aller voir parce que le système de soins à domicile est surchargé. Donc, déjà, depuis 13 ans, nous, on s'intéresse à augmenter l'accessibilité aux services de personnes qui ne peuvent pas venir nous voir. On le fait avec l'aide d'un lien Internet, avec une technologie qui est très simple. C'est un peu, aujourd'hui, en passant, on est en téléréadaptation, un lien Internet, une caméra, de façon à être capable de voir la personne. Vous voyez, dès lors qu'on est dans un compromis. Il y a différentes... tu peux changer, Simon.
Donc, il y a différentes sphères de la téléréadaptation. Là, présentement, on est dans la téléformation. Nous, ensemble, là, on fait de la téléformation. Donc, vous ne dites pas que vous n'avez jamais fait de téléréadaptation, on en fait ce matin. Les deux modules qui nous intéressent davantage, c'est la téléconsultation et le télétraitement. Téléconsultation, c'est voir un patient à distance pour faire une évaluation. Télétraitement, c'est notre domaine d'expertise, c'est voir des gens 2 fois semaine, 45 minutes par jour pour assurer un traitement en continu. Donc, c'est vraiment cet aspect-là, nous, qu'on va vous parler davantage aujourd'hui. Prochaine. Donc, on utilise un lien Internet résidentiel. C'est le défi qu'on a relevé avec notre équipe de recherche, avec notre équipe d'ingénieurs, d'avoir une plateforme qui va nous permettre d'avoir un réseau de qualité, une image et un son de qualité. Je voyais tantôt dans le chat qu'il y en a qui disaient le réseau est instable. Bon, effectivement, c'est ce qu'on essaie d'éviter quand on est en téléréadaptation en utilisant des différentes plateformes commerciales. Prochaine. Et là, je vais laisser la place à Simon. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, je vais prendre le relais pour les quelques minutes qui suivent pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a besoin d'un point de vue technologique au niveau pour faire des séances de téléréadaptation. Donc, je vais partir vraiment de la base, c'est-à-dire qu'on a besoin de 3 éléments principaux. Donc, bien évidemment, il faut qu'on ait du matériel spécifique pour ça. Donc, il nous faut autant du côté technicien que côté patient, des caméras vidéo, des haut-parleurs, des microphones et bien évidemment un appareil avec un écran. Donc, ça peut être un ordinateur, un portable ou une tablette. Un téléphone aussi, à la limite, pourrait être utilisé, mais l'écran peut être un petit peu plus petit et donc peut-être moins approprié à faire ce genre de séance-là. Par la suite, il faut évidemment utiliser un logiciel pour pouvoir mener à bien ces séances-là. Il y en existe quelques-uns. Je vais faire un petit survol tout à l'heure des possibilités de ce côté. Le logiciel a comme rôle de mettre en relation l'équipement avec la personne et également, il faut avoir une connexion Internet pour que toute cette information-là puisse transiter entre la clinique et le domicile de la personne et s'assurer ainsi qu'on puisse mener à bien nos séances. À quoi ça peut ressembler? Ça peut ressembler à ça. Donc, mon but n'est pas de vous faire peur avec ce schéma-là. C'est un schéma qui peut s'appliquer à plusieurs solutions où est-ce qu'on voit du côté clinique un système qui est installé, un autre système qui est installé aussi à domicile qui peut prendre plusieurs formes. Donc, il peut prendre la forme d'un équipement qu'on déplacerait dans le domicile ou plus simplement de l'équipement que la personne a déjà chez elle et qu'on utilise pour des fins de téléréadaptation. Le tout transitant par Internet étant géré par une infrastructure en arrière pour permettre l'établissement des connexions. Il y a plusieurs options technologiques qui existent. Il y a plusieurs facteurs à considérer quand on doit s'attarder au choix de la technologie pour pouvoir faire de la téléréadaptation. La première considération, c'est bien évidemment au niveau de la sécurité et de la confidentialité. Toutes les solutions disponibles présentement n'offrent pas le même niveau de sécurité et de confidentialité. Donc, ce que j'entends par là, c'est lorsqu'on fait une séance, on est en relation thérapeutique avec une personne, on veut s'assurer que ce que l'on dit et ce que l'on envoie comme image ne sera pas intercepté par quelqu'un d'autre, ne sera pas vu par d'autres personnes. Donc, c'est ce que j'entends par ça. Donc, c'est la première des options ou des éléments en fait que l'on doit considérer dans la réalisation, dans le choix d'une solution technologique. Ensuite de ça, bien évidemment, il y a les coûts qui sont un facteur. On veut trouver une solution qui est abordable. Il y en a qui vont de solutions qui sont gratuites à des solutions qui coûtent plusieurs milliers de dollars par année. Donc, il y en a des gammes de ce côté-là. On veut s'assurer que ce soit aussi un système qui soit robuste, c'est-à-dire qu'on va avoir à gérer des connexions Internet qui peuvent être instables dans le domicile. On veut que malgré ces connexions-là, qu'on puisse garder un contact audio avec la personne. On veut aussi que, surtout dans une période comme on est présentement, que le système ne soit pas surchargé par des centaines et des milliers d'utilisateurs qui fait en sorte que c'est difficile d'établir notre connexion.
On veut aussi s'assurer que ce soit quelque chose qui soit très simple à utiliser, donc autant du niveau clinique que du niveau patient. On ne veut pas que le patient ait une procédure de 3 pages à exécuter pour pouvoir se brancher et on ne veut pas non plus du côté clinicien que les étapes pour établir la connexion, pour gérer tout ça, demandent une surcharge de travail plus grande. Vous avez déjà une séance à faire, vous avez déjà des exercices à faire, vous avez déjà un programme à exécuter avec la personne. Il ne faut pas que la technologie devienne un élément qui vient limiter ou freiner vos séances. On va aussi évidemment s'assurer qu'il y ait un soutien, un support de disponible. Donc, on parle évidemment d'un support technique. Advenant le cas où est-ce qu'il y a un problème pendant votre séance, vous voulez être capable de rejoindre rapidement quelqu'un. Il y a quelqu'un à l'autre bout de l'écran. Donc, on veut s'assurer d'offrir des modalités de service qui sont intéressantes, mais aussi du point de vue clinique. Donc, c'est important aussi d'être un peu soutenu de ce côté-là, puisqu'il y a une adaptation à faire lorsqu'on réalise des séances de téléréadaptation. Donc, il y a la distance qui est là. On va aborder le sujet plus en détail tantôt, mais c'est important de prévoir ça lorsqu'on regarde les options technologiques qui sont disponibles. Et finalement, c'est important de considérer un peu ce que vous allez avoir à faire pendant vos séances. Donc, d'évaluer les fonctionnalités qu'offre l'option que vous avez en tête par rapport aux besoins que vous allez avoir d'un point de vue clinique. Il y a parfois des plateformes qui offrent la possibilité d'avoir plusieurs caméras en même temps, par exemple. Donc, de pouvoir voir différents points de vue, de pouvoir contrôler la caméra à distance, de pouvoir voir que la personne se déplace quand elle fait un exercice de marche, par exemple. Donc, il y a plusieurs fonctions qui sont disponibles, dépendamment des plateformes. Donc, c'est important d'avoir une idée en tête de ce qu'on veut faire et de voir ce qui est possible de faire avec les plateformes qu'on utilise. Il existe 3 grandes catégories de plateformes disponibles sur le marché présentement. Il existe tout d'abord les solutions grand public. Donc, ce que j'entends par là, c'est vraiment ce que vous connaissez, vous avez déjà probablement utilisé. Donc, c'est des solutions comme Skype, FaceTime, Messenger qui permettent de faire de la vidéoconférence. Il existe aussi des solutions de vidéoconférence professionnelle, donc Zoom qu'on utilise présentement, WebEx et autres. C'est des solutions qui sont généralement utilisées pour faire des réunions à distance ou faire de la formation à distance. Et il existe aussi des solutions plus spécialisées. Celle, évidemment, que l'on connaît plus, c'est la solution qu'on a développée au fil des années pour répondre aux besoins là, de notre équipe de recherche, qui est la solution TheraPlus. Donc, le tableau que vous voyez présentement à l'écran résume un peu les fonctionnalités de ces éléments-là. Je vous invite à regarder surtout par rapport aux solutions grand public. Ce qui vient vraiment frapper par rapport à ça, c'est vraiment au niveau de la sécurité et la confidentialité. Donc, avec ces solutions-là, on n'est pas toujours assuré que ce qu'on dit ne sera pas intercepté. Souvent, en fait, ça transige par des serveurs ou un chemin qu'on ne contrôle pas, qui sont contrôlés par la compagnie. Et eux se gardent le droit souvent d'enregistrer les séances pour améliorer le produit ou pour des besoins légaux par la suite. Donc, on ne peut pas s'assurer à 100% d'une sécurité, d'une confidentialité. Évidemment, si on tombe dans la vidéoconférence professionnelle, dépendamment des solutions que vous avez, ça va être de bon à excellent. Donc, il faut vraiment s'assurer que les données soient encryptées et bien retransmises de ce côté-là, qu'il n'y a pas d'enregistrement et que le vidéo transige vraiment de point à point. L'autre gros aspect à vous assurer aussi, c'est, vous le voyez aussi, les solutions grand public sont généralement à très faible coût. La plupart sont même gratuites. Par contre, le soutien ou le support technique n'est pas là, alors que si on transige vers des solutions qui sont plus professionnelles ou spécialisées, le soutien, le support est beaucoup plus disponible. Et malgré tout, en transitant vers ces solutions-là, le coût reste quand même généralement raisonnable, d'autant plus si vous faites déjà partie d'une infrastructure publique. Il y a peut-être même déjà des solutions qui existent en place, qui ont déjà été approuvées par les établissements pour vous permettre de réaliser des séances à même ces solutions-là à un coût qui est quand même très raisonnable. La plupart des solutions où est-ce que c'est plus difficile, c'est surtout au niveau de la simplicité d'utilisation. Donc, bien souvent, les solutions de
elle d'établir la connexion d'une quelconque façon. Il y en a quelques-unes qui demandent d'avoir des comptes, donc la personne doit rentrer un code utilisateur, un mot de passe, doit aussi gérer son équipement, donc gérer son son, son vidéo en désactivant, activant son son, ce qui peut rajouter aussi une certaine lourdeur dans l'exécution des séances. Donc, c'est à considérer dans les choix. On va vous présenter rapidement, en fait, la plateforme. Donc, je l'ai mentionné dans la diapositive précédente. On a développé au fil des années une plateforme qui permettait de pallier un peu aux limitations des plateformes commerciales. C'est vraiment une application qui est spécialisée pour faire de la téléréadaptation. Donc, on a vraiment axé sur ce qui était essentiel pour ça. C'est vraiment pas une application qui est faite pour faire des séances, des réunions. C'est vraiment axé sur des fonctionnalités qui sont nécessaires pour l'exécution de séances en téléréadaptation. Donc, entre autres, au niveau de la simplicité d'utilisation, on a tout simplement envoyé un lien Internet à la personne pour qu'elle puisse se brancher sans avoir aucun logiciel installé. Et du côté clinicien, en à peu près trois clics, on peut établir une séance, voir la personne et contrôler, voir ce qui se passe à distance. Donc, c'est vraiment une solution qui a été développée au fil des années pour ça. Et c'est une solution, là, on va vous en reparler un peu tout à l'heure. C'est une solution qui est libre d'accès, c'est-à-dire que nous ne sommes pas une entreprise et nous tentons de rendre disponible le plus possible là, la téléréadaptation. On y revient un peu plus tard dans la présentation. Donc, je vais passer la parole à Mme Hélène Corriveau, qui va prendre le relais pour la suite, où est-ce qu'on va aborder plus des aspects cliniques. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pour vous donner une idée avec qui on a travaillé depuis plusieurs années. Vous allez voir, il y a beaucoup de chiffres, on a vu beaucoup de patients, c'est tous des projets de recherche, mais c'est tous des patients cliniques qui ont bénéficié d'une approche en physiothérapie. Donc, on a vu beaucoup de patients qui ont eu un AVC avec des troubles d'équilibre, je vous le dis. Les patients qu'on voit ont des troubles d'équilibre et on les voit à distance et aucun patient n'est tombé en 13 ans. Je vous le dis parce que moi, mon domaine de recherche, c'est la prévention des chutes. Et ce qui m'a amené vers la téléréadaptation, c'était le fait qu'on pouvait traiter les patients le plus rapidement possible parce que c'est au début qu'il faut les entraîner pour qu'ils ne tombent pas. Donc, je vous le dis, on a fait des patients avec des problèmes d'équilibre. On a fait dans notre équipe, avec Dalia, un programme pour la réadaptation du membre supérieur, pour des problèmes de genoux post-arthroplastie, des fractures d'humérus, cancer du sein, au niveau de conserver l'amplitude de l'épaule. Et on utilise là, vraiment là, nos yeux et on est capable d'aller voir l'amplitude de l'épaule, le mouvement, les compensations. Et on se sert du feedback du patient, qui est notre expert, et de nos yeux, et d'avoir des questions très précises. On fait du Parkinson, des maladies obstructives chroniques, des insuffisances cardiaques, et on fait aussi, depuis quelque temps, du télésuivi en externe. Vous savez que souvent, les patients, on a de la difficulté à ce qu'ils maintiennent leur adaptation. Donc, la téléréadaptation, ce n'est pas juste pour voir des patients, c'est souvent pour garder la compliance du patient, pour garder l'intensité, parce qu'on sait qu'en physiothérapie, une des meilleures approches, c'est de favoriser l'intensité, soit nos interventions, qui soient poursuivies dans le temps. Autre diapo. Donc, je vais vous donner, pour toutes les clientèles, les choses importantes. Dalia va aller dans les détails de qu'est-ce qu'on a appris, tout ça, mais moi, je voulais vous dire au début. On a un premier traitement ou une première évaluation. La clé, c'est de prendre le temps et vous ajuster au niveau de votre position dans la pièce que vous allez être et au niveau de vos consignes verbales. Vous devez vous adapter tout de suite au début, prendre le temps de le faire. Deuxièmement, commencez avec ce que vous connaissez. Si vous voulez utiliser une approche que vous avez appris le week-end dernier à un cours de fin de semaine, ce n'est peut-être pas la bonne façon. On commence avec quelque chose qu'on est bon
et on s'ajuste avec le patient, puis après ça, on peut changer nos interventions. Troisièmement, il faut bien connaître la pathologie. Si vous n'avez jamais travaillé avec des gens qui font du Parkinson, mais vous dites, coudonc, il y a une pandémie, il faut absolument les traiter, renseignez-vous. Comme physio, vous devez savoir que, par exemple, le Parkinson, la maladie, c'est la lenteur. Donc, quand vous allez donner une consigne verbale, le patient, il va prendre du temps avant de vous répondre. Pensez pas que c'est la technique qui est lente. Non, non, c'est le patient qui est plus lent. Donc, vous devez connaître la pathologie. Vous devez savoir comment expliquer des séquences. Pratiquez-vous entre vous autres, pratiquez-vous avec vos enfants. Si je pratique une séquence, comment on le fait? Ensuite, on la met ensemble. Donnez au patient le temps de répondre au niveau corporel. Notre plateforme est très synchrone, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite le patient quand il fait un mouvement non adéquat. On est porté à dire « Hey, oups, corrige-toi », on est physio, hein? « Oups, corrige-toi ». Non, on prend le temps, on dit au patient « Attention, parce que si on est brusque, le patient devient, c'est comme si on le poursuit d'informations. OK? Ne pas oublier de donner les exercices entre les sessions. Parce que si vous n'expliquez pas vos exercices avec les conseils de sécurité, c'est-à-dire tu dois avoir une chaise à côté de toi, pas une petite chaise qui tombe, là, une grosse chaise pesante, tu dois faire ça, 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 mais le patient, il va faire vos exercices, mais c'est peut-être là qu'il va tomber. Donc, faire attention de bien expliquer vos exercices que le patient doit faire à la maison. Donc, je laisse la parole à Dalia, qui a rassemblé toutes les expériences qu'on a faites avec la plateforme depuis plusieurs années. Dalia? Oui, merci Hélène. Donc, je débloque ma caméra juste pour un instant. Donc, j'aimerais partager avec vous quelques leçons que nous avons apprises à travers nos divers projets de recherche et à partir de la littérature scientifique également. Prochaine diapo. Idéalement, et plusieurs des éléments que je vais vous mentionner, c'est idéalement, et on sait qu'on est dans une période de crise et de changement très rapide, mais avoir une personne qu'on appelle un super user, un super utilisateur, une personne qui peut supporter les différents utilisateurs dans votre organisation ou une personne ressource qui peut apporter un support rapidement en cas de problème technique si vous êtes dans une clinique, par exemple, ou même dans une bannière, serait important. Dans le réseau public, on a aussi des pilotes cliniques en télésanté qui peuvent aussi vous accompagner avec le support informatique. C'est aussi important d'avoir, je vais revenir à la diapo précédente, d'avoir le support et le soutien de l'organisation dans laquelle vous travaillez, surtout si vous voulez poursuivre ça à plus long terme. Prochaine diapo. Un peu en lien avec ce que Hélène mentionnait, pour chaque patient, c'est important de vraiment réfléchir si c'est le bon patient au bon moment. Ça peut changer même pour un même patient selon l'évolution du patient et les objectifs d'intervention que vous avez. Commencez petit. Ne prenez pas le cas le plus compliqué que vous avez pour commencer. Des petits succès vont vous rassurer et vont rassurer vos patients, mais vont vous rassurer et vont rassurer vos collègues et vont vous permettre de poursuivre. Lorsque c'est possible, faites des tests avant, mais quand vous faites des tests, essayez de faire les tests dans les mêmes conditions que ce que vous allez réellement faire. Donc, par exemple, utilisez le même portable, le même réseau Internet. Et ayez un plan B. Si l'audio ne fonctionne pas, par exemple, on se parlera par téléphone ou on recédulera. Ou par exemple, ce qu'on fait nous aujourd'hui, pour ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous, on a un plan B. Prochaine diapo. J'aimerais juste mentionner quelques particularités auxquelles il faut penser quand on fait spécifiquement de la réadaptation, de la physiothérapie à distance. C'est sûr, il y a des éléments qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas le toucher. Et il faut en être conscient, ça c'est évident. Je ne vais pas en parler plus que ça. Il faut réfléchir par contre qu'on ne voit que ce que la caméra voit. Alors, on ne voit pas ce qui est autour du patient, on ne voit pas s'il y a d'autres personnes dans la salle et c'est la même chose pour le patient. Et au niveau, par exemple, confidentialité, si vous avez un technicien dans la salle, il faudrait que le patient le sache. C'est important de respecter un décorum. Donc, dans ce cas-ci, on a éteint les micros pour pouvoir faire notre présentation ou de
parler à tour de rôle, attendre chacun à avoir la réponse. Ça dépend de la plateforme que vous utilisez. Ça ne sera pas toujours très rapidement synchrone. Il faut tenir compte de certaines règles de présentation. Alors, si vous allez utiliser des documents avec des exercices que vous voulez leur montrer, excusez-moi, assurez-vous que le document soit simple, simple à visualiser, pas trop d'éléments sur la diapo. Si vous pointez, si vous voulez montrer quelque chose sur votre document, ben, pensez qu'il ne peut pas vous voir pointer, donc utilisez par exemple la souris. Ou si vous faites une présentation, on ne verra pas un pointeur, il faut utiliser la souris. Et dépendant de la technologie, ça ne sera pas toujours possible de voir plusieurs sources d'informations en même temps, comme la personne qui parle, le physiothérapeute qui parle et le document que vous lui montrez. Alors, ça va dépendre de la plateforme que vous allez utiliser. Prochaine diapo. Quelques éléments dont il faudrait tenir compte quand on fait l'évaluation spécifiquement et l'intervention en physiothérapie, c'est d'arriver vraiment bien préparé avec ce qu'on a besoin pour ne pas avoir à se déplacer, aller chercher des équipements. C'est un petit peu différent que ce qu'on fait quand on est en clinique parfois. On peut demander à d'autres d'aller en chercher, etc. Et parfois, il va falloir faire des choix et modifier ce qu'on fait. Alors, c'est évident, on a dit, il y a des éléments qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas le toucher, mais il y a peut-être certains questionnaires qu'on peut utiliser, de l'observation qu'on peut faire ou certains exercices qui peuvent être modifiés. D'autres éléments dont il faut considérer, il faut penser à des alternatives pour les traitements qui sont plus manuels. Alors, on a vu dans la vidéo les dents qui aident. Parfois, c'est une alternative faisable. On peut donner différents exercices. Peut-être que ce n'est pas ce qu'on avait prévu à l'avance, mais on voit qu'on n'est pas capable de le faire. Donc, on doit en choisir un autre. On doit parfois, lorsque possible, peut-être pas dans ce contexte-ci, combiner le face-à-face et à distance, si c'est possible. Donc, on sait que c'est préférable, lorsque possible, d'avoir vu la personne en personne d'abord. Mais on sait également que dans certains contextes, ce n'est pas possible. Par contre, si ce n'est pas possible et que c'est votre première évaluation avec le patient, il faut s'assurer que vous êtes capable de faire l'évaluation de façon appropriée pour que vous puissiez poser votre diagnostic approprié et fixer les objectifs d'intervention. Donc, si ce n'est pas possible de faire ça quand c'est la première visite avec un patient dépendant de la clientèle, donc ça ne serait pas approprié d'utiliser la téléréadaptation dans ce cas-là. Et parfois, il faut réfléchir aussi, on intervient dans ce cas-ci, les exemples qu'on vous a montrés, dans le domicile du patient. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'en impliquant les dents, on amène une surcharge? Est-ce que c'est faisable pour les dents? Est-ce que c'est un aidant qui est âgé, qui a des problèmes de santé? Est-ce qu'il y a des considérations culturelles dont on devrait prendre? Il y a plusieurs éléments dont il faut réfléchir. On est dans le domicile du patient, c'est différent que quand la personne vient dans notre clinique. Et l'élément, je dirais, le plus important, c'est de toujours assurer la sécurité. Donc, on a vu les exemples avec la chaise et comme pour toute évaluation et intervention en physiothérapie, il faut absolument utiliser le jugement clinique. Donc, si on pense que notre évaluation est incomplète, on n'est pas capable d'offrir un service de qualité, il faut penser à notre plan B. Est-ce qu'on peut donner quelques consignes en attendant de pouvoir voir la personne en personne, par exemple? Ça peut être pertinent de former les aidants, comme on a mentionné, mais il faut réfléchir aussi à la surcharge. Et il faut penser tout au long à la confidentialité. Donc, au niveau de qui est dans la salle, si on enregistre une séance, qui a accès à cette séance, où est-ce qu'elle est enregistrée, etc. Quelques considérations déontologiques dont je veux vous parler rapidement. Au début des séances, demandez le consentement. Un consentement que vous allez noter au dossier. Donc, comme vous feriez en physio, en expliquant ce que vous allez faire, mais ici, bien expliquer le fait que vous êtes à distance et qu'est-ce que cela implique. J'ai mentionné de faire la première évaluation en personne si c'est possible, mais sinon de la faire
à distance si c'est pertinent. Par contre, je sais que les différentes assurances présentement sont en train de se positionner là-dessus. Donc, ça peut changer aussi d'une assurance à l'autre ou d'un tiers payeur à l'autre ou dans les différentes organisations. Mais ce qui prévaut reste vraiment votre jugement clinique. Ayez avec vous toujours les procédures d'urgence simples. Par exemple, un numéro de téléphone d'urgence sur le dossier du patient auquel vous allez pouvoir accéder rapidement. Ayez un numéro contact de quelqu'un que vous pouvez contacter au besoin. Maintenez votre dossier de physiothérapie complet avec toutes vos notes, comme vous le feriez en clinique. Et dans ce dossier-là, assurez-vous de bien préciser que l'intervention a été faite en téléréadaptation, comment elle a été faite et qu'est-ce qui a été modifié et qu'est-ce que vous avez fait. Donc, vos évaluations et vos interventions et l'enseignement que vous avez fait. Je ramène encore une fois, parce que c'est absolument essentiel, le jugement clinique. Ça revient toujours à votre raisonnement clinique de décider qu'est-ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, qu'est-ce que vous êtes capable de modifier ou ne pas modifier pour vous donner l'information que vous avez besoin. Et comme dernier point, au niveau du remboursement, ça change énormément et ça évolue rapidement. Donc, ce n'est pas clair pour l'instant, mais on voit que le gouvernement commence à faire une nouvelle politique, par exemple, au niveau des médecins, et on voit que les assurances commencent à se positionner. Je vous suggère de consulter le document qui est indiqué ici, qui est sur le site web de l'OPPQ. Si vous tapez téléréadaptation sur le site web, vous allez le trouver. Il y a, je pense que c'est 10 principes, il me semble que c'est 10, là j'oublie, essentiels pour la téléréadaptation qui reprennent beaucoup des éléments dont on a mentionné aujourd'hui. Prochaine diapo. Là, je passe la parole à Michel. Donc, merci Dalia. On va passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, merci à l'équipe, mes collègues qui ont si bien vous entretenu pendant ces 45 minutes-là. J'ai oublié de me présenter en passant. Je suis Michel Tousignan, je suis physiothérapeute, directeur de l'école d'adaptation, mais surtout chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement avec une passion pour la téléréadaptation. Notre équipe, c'est qui notre équipe? Nous, on fait de la recherche. Vous avez vu avec le professeur Corriveau les différents projets qu'on a fait. On est rendu maintenant à de l'implantation. C'est un peu un drôle de hasard qu'on ait des besoins d'implanter de la téléréadaptation au Québec, puis que nous, comme équipe de recherche, on soit rendu à cette étape-là. Donc, c'est un bon timing, même si c'est déplorable qu'il y ait une pandémie. Il y a deux mots importants, expertise clinique et expertise technique. Vous n'êtes pas des informaticiens. Il y en a qui sont très nerds dans l'informatique, pas moi. Moi, si on me donne une manette chez nous, je viens tout mêler. Donc, ça prend des systèmes qui sont quand même relativement simples pour qu'on puisse s'en sortir. Et on est une équipe de petite taille, sans les ressources d'une entreprise. C'est que là, vous devez commencer à voir ce qui s'en vient sur la prochaine diapositive. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on peut offrir. On pourrait assister certaines équipes seulement, ceux qui voudraient accéder à notre logiciel ThéraPlus. On ne pourra pas soutenir 15, 20 cliniques, 100 cliniques, 1000 patients. On est rendu à l'implantation, mais on le fait quand même à courte échelle. Donc, on verra s'il y a des besoins qui se manifestent, qui on pourrait soutenir. C'est sûr que dans notre choix, si on a plusieurs équipes, on va peut-être voir s'il y a une équipe qui pourrait être plus devenir un expert local dans sa région, à laquelle les gens pourraient se référer. Si on parle de transfert de connaissances, on va essayer de transférer cette technique-là, mais qu'elle ait déjà une idée, elle, qu'elle pourrait aussi servir aux autres collègues là, qui pourraient s'intéresser à ça. Moi, je trouve important qu'on ait une formation clinique. Il faut que vous parliez à un physiothérapeute qui l'a déjà fait, au moins lors de votre premier traitement, avant votre premier traitement. J'ai un patient à post-arthroplastie du genou. As-tu quelque chose à me suggérer? Qu'est-ce que je vais faire pour la glace? Qu'est-ce que je vais faire pour l'extension terminale? Premièrement, ça rassure. Je vous le jure, quand vous allez ouvrir la TV la première fois, là, vous allez être petit dans vos culottes. Va-tu marcher? Vas-tu être capable? Je ne suis pas capable de faire ça. Toutes ces choses-là sont des appréhensions que si on se prépare à l'avance, vous allez être capable de trouver l'expérience agréable. Parce qu'on s'entend bien. Hein? Il faut que ça soit agréable pour le thérapeute et pour le patient. Sans ça, il n'y a personne qui va vouloir aller là-dedans. C'est un compromis, OK, il y a des choses qu'on ne fait pas, mais si ça me stresse tellement d'ouvrir la technologie, ou si le patient
pas capable d'ouvrir sa tablette, il n'y a personne qui va s'en sortir. Donc, ça prend une formation clinique et aussi une formation technique. Nous, c'est ce qu'on peut offrir quand les gens, dans les cliniques qu'on a ouvertes présentement, on est ici à la clinique externe du CHU, donc on a pris les physios, on les a emmenés, on a démystifié, on a fait une séance avec eux autres. On dit pratiquez-vous entre vous autres, on s'est fait 2 salles. Ah, OK, ça marche de même, c'est pas si pire. Parfait. Quand je vais avoir un patient, y a-t-il quelqu'un qui peut être disponible si jamais ça plante? Vous savez, ça plante, des fois, tout à l'heure, je regardais dans le chat, connexion instable. Et ça va arriver, ils attaquent des patients dans le rang 7 qui n'ont pas trop de vitesse. Donc, il peut y avoir des petits problèmes techniques à ce moment-là. Fermez vos Netflix si vous n'avez. Assurez-vous que vous êtes le seul avec le patient à utiliser la bande passante. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on ne peut pas offrir, c'est offrir un soutien à plusieurs équipes à grande échelle. On a 100 personnes ici. On espère avoir semé une idée que c'est faisable, semé une idée qu'il y a des plateformes qui sont accessibles, des plateformes commerciales, la nôtre. Essayez de voir comment chez vous, ça pourrait s'organiser. Je pense qu'on a un devoir de penser à ces nouvelles façons de donner des services. Dans le contexte de la pandémie, c'est naturellement intéressant, mais aussi dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toutes les personnes âgées ou toutes les personnes qui peuvent partir avec leur fille, avec leur fils, venir voir à la clinique et retourner. Donc, on revient à la base sur un problème d'accessibilité aux services. Et on pense, notre équipe, qu'avec la téléadaptation, on sera capable de faire un petit pas en avant par rapport à ça. Donc, c'est terminé. Vous avez les adresses courriels des gens. Mes collègues ne se sont pas portés volontaires pour recevoir 200 courriels puis y répondre dans la journée. Je pense que vous devrez faire des choix. Vous voyez mon adresse courriel, celle d'Hélène Corriveau, Delia Kéry. Il y a un site qui est, comme tout bon site web, qui n'est pas à jour. Hein. On ne tient pas ça à jour, malheureusement, on y travaille. On va sans doute mettre la présentation sur ce site-là. On a un Facebook aussi qui va peut-être nous permettre d'avoir certains échanges, certaines discussions, répondre à certaines questions. On ne sait pas dans quoi on s'est embarqué. Moi et Dalia, on a embarqué nos équipes là-dedans. C'est quoi, on va le faire. On espère qu'on ne décevra pas les cliniciens. On espère qu'on ne crée pas des attentes qu'on ne sera pas capable de rencontrer. Mais tout ce qu'on veut, c'est vous dire, écoutez, on demeure avec vous pour réfléchir. Puis si besoin il y a, on essaiera de vous assister du mieux qu'on peut. Donc, on serait rendu à une période de questions. Donc, si on va procéder, il faut que j'imagine que vous ouvriez votre caméra et ouvrir votre micro. Je vous l'ai dit, on n'ira pas dans des questions très spécifiques, mais si vous en avez qui sont générales, que vous pensez qui sont d'intérêt commun, n'hésitez pas, on aurait 10-15 minutes pour des questions. J'en profite, il y a déjà une question qui est apparue dans le chat, donc je vais commencer par celle-là. En fait, Dalia, je crois qu'elle veut répondre, donc je vais laisser Dalia répondre à la question. Oui, merci Simon. En fait, Zoom offre plusieurs différents plans et tout récemment, plusieurs instances dans le réseau de la santé se sont mis d'accord que Zoom Pro, qui est ce qu'on utilise présentement, pourrait être utilisé, mais qu'il y a plusieurs consignes à respecter pour assurer la sécurité, la confidentialité. Et c'est au niveau des paramètres qui sont des paramètres qu'il faut choisir. Et je n'ai pas plus d'informations que ça et je pense qu'ils rapidement, ils vont sortir avec des consignes, mais assurez-vous que vous êtes certain au niveau de la sécurité. Et j'ajouterais par contre aussi qu'on m'a transmis un message de l'OPPQ comme quoi il y a eu le président de l'Ordre, M. Pelletier, qui était hier à Radio-Canada, je pense, et ils ont dit qu'il va commencer à y avoir, dans le réseau, va faire, comment ils l'ont dit, signe de souplesse, étant donné le contexte actuel, avec même les plateformes plus usuelles. Donc, suivez ça de proche. Là, je parle de Skype et FaceTime. Donc, je n'ai pas plus d'informations que ça, mais c'est ce que le président de l'Ordre mentionnait hier. Pour compléter sur la question par rapport à la certification de Zoom, il existe une version Healthcare de Zoom qui a des certifications plus avancées, mais qui est plus dispendieuse à utiliser. Donc, on parle de 200 $ par mois à l'utilisation qui a ces certifications-là, si jamais c'est des certifications qui sont nécessaires. Avant de passer aux questions qui sont sorties sur le chat, il y avait Mme Julie Bouffard qui avait une question. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui.
Oui, alors, on a parlé beaucoup de physiothérapie. Moi, je suis ergothérapeute. Je suis certaine qu'il y en a d'autres là, dans l'assistance. Je me demandais, c'était quoi vos expériences de recherche ou si vous en aviez fait là, pour faire des évaluations des besoins à domicile, par exemple, évaluer. On a des tiers payeurs qui vont nous demander de faire l'évaluation des besoins en équipement d'aide technique. Est-ce que ça s'est déjà fait via des plateformes là, comme la vôtre ou comme celle qu'on utilise en ce moment? Delia, tu veux que je réponde? Je vais répondre. Je suis Hélène Corriveau. J'ai fait, oui, on a un projet de recherche, on a fait un projet pilote avec l'équipe, c'est-à-dire orthophonie, ergothérapie, kin, travailleur social, en tout cas toute l'équipe multi. Et les ergothérapeutes, ce qu'ils aiment le plus utiliser, c'est la tablette comparé au physio. On a fait une étude avec ça, puis pourquoi la tablette? C'est que la tablette, tu peux aller partout. OK? Tu n'as pas peur d'échapper la caméra. Pour rien, c'est très facile. Donc, les ergothérapeutes, on l'a utilisé dans la région de Québec, on l'a utilisé dans la région Montérégie. Ils aimaient ça pour tout ce qui est suivi, c'est-à-dire qu'ils voyaient toujours le patient en premier, eux autres, par exemple. Mais après, quand le patient partait à la maison puis que c'était trop loin, avec le patient, il faisait le tour de la maison et il était capable de faire l'environnement. J'ai vu aussi des ergothérapeutes faire des interventions avec la tablette dans une cuisine avec les dents naturelles pour savoir, bon, le patient, il devait avoir un entraînement au lave-vaisselle, à toucher l'eau chaude pour savoir si c'était chaude. Donc, tout cet entraînement se fait, mais ils aiment mieux la tablette, eux autres, que l'autre parce que c'est plus mobile. Est-ce que ça répond, Julie, à ta question? Oui, en partie. Donc, ça veut dire qu'il faudrait impliquer à ce moment-là un aidant naturel, par exemple, qui pourrait filmer le patient pendant qu'il fait son transfert à la toilette, par exemple. Si oui, c'est ce qu'on a fait. OK. C'est beau. Merci beaucoup. Mais peut-être, c'est difficile pour un patient. Mettons, nous, on a fait ça avec des AVC. Donc, quand tu n'as pas un côté qui fonctionne, puis là, on te demande de faire des choses, puis tenir une tablette, ça devient difficile, ça prend quelqu'un. Oui, OK. Parfait. Merci beaucoup, Hélène. Dans les questions qui ont été posées dans le chat, on avait des questions par rapport à TerraPlus. Est-ce que TerraPlus peut être acheté? Est-ce que TerraPlus peut être utilisé sans support? Donc, dans les faits, présentement, TerraPlus, c'est le logiciel qu'on a développé dans le cadre de nos projets de recherche. C'est un logiciel qu'on veut être le plus gratuit possible. Par contre, le principe qu'on a, c'est que, considérant qu'on n'est pas une entreprise, on n'a pas des fonds illimités, ce qui est facturable, en fait, c'est le temps pour mettre en place le logiciel. Donc, c'est pas, il y a quand même quelques éléments à faire, donc en termes de création de compte, en termes de formation. Donc, c'est ce qu'on doit charger pour éviter d'être dans le négatif sur nos fonds de recherche. Donc, c'est ça par rapport au coût pour l'utilisation de TerraPlus. Comme on le disait tantôt, on n'est pas capable de supporter pour le moment encore des dizaines et des centaines d'utilisateurs, parce qu'on a été pris un peu de court par la crise actuelle. Mais ceci étant dit, on est certainement capable d'arriver à faire certains déploiements là, pour les gens qui seraient intéressés. Il y avait aussi une question. Donc, savez-vous si des centres pédiatriques ont déjà fait de la téléréadaptation? Donc, je vais me retourner vers mes collègues plus du côté clinique, à savoir s'ils ont eu connaissance de certains endroits pédiatriques qui auraient fait de la télé. J'en connais pas beaucoup, mais il y a Chantal Camden, C-A-M-D-E-N, qui est une physiothérapeute spécialisée en pédiatrie, qui a une approche sur le web de consultation parents-enfants pour être capable d'établir des suivis au niveau pédiatrique. Donc ça, c'est davantage pour les gens qui sont à la maison, mais si on parle d'un centre pédiatrique comme tel, moi, personnellement, je n'en connais pas et je ne sais pas si mes collègues en connaissent d'autres. Ça n'a pas de l'air. À ma connaissance. C'est ça. Et vous savez, il n'y aurait pas de contre-indication à faire un traitement d'enfant si la mère est là et qu'on est capable d'avoir quelqu'un qui nous aide à pousser. Tout à fait. Le même jugement clinique s'applique. Je pense que c'est le mot à retenir, c'est le jugement clinique, puis c'est faisable, mais on sécurise un petit peu tout le monde avant. Peut-être je peux rajouter un mot. Dans nos milieux cliniques, je sais que il y a eu certains intérêts au niveau pédiatrique. Et ce qu'on nous dit,
c'est que ce que les parents disent, c'est que ça leur permet de ne pas avoir à aller avec leur enfant à la clinique et donc de prendre une demi-journée de congé de travail, par exemple, et aussi de voir l'enfant dans son environnement. C'était très aidant. Donc, peut-être pas pour ce contexte-ci, mais c'est ce qu'on apprend. Il y avait aussi une question par rapport à l'utilisation de Microsoft Teams, en termes pour réaliser des séances, à savoir si c'était acceptable en termes de confidentialité et de sécurité. C'est malheureusement pas une solution que j'ai analysée de mon côté. Ça commence à être déployé à plus grande échelle dans les derniers jours. Je n'ai pas encore pris le temps de regarder en détail ce qu'il en était là-dessus, donc j'ai malheureusement pas de réponse à vous fournir de ce côté-là. Ça serait important là, de peut-être voir justement avec des gens là, qui utiliseraient la solution, qui sont plus impliqués dans le soutien informatique avec ça, à savoir, entre autres, par où transige l'information. Est-ce que les communications sont encryptées? Par où transige l'information? Ce qui est surtout important de vérifier, c'est à savoir, lorsqu'on fait une séance, est-ce que le vidéo et l'audio transitent par d'autres ordinateurs ou d'autres serveurs qui sont gérés par l'entreprise, qui ne sont pas gérés à l'interne, par exemple, d'un CIUS. Donc, c'est ce genre de choses-là qui doit être analysé pour ça. Donc, je n'ai malheureusement pas la réponse à vous fournir ce matin. Comme vous voyez, on ne peut pas faire l'inventaire de tout ce qui existe. Teams est un bon moyen de vidéoconférence qu'on utilise ici à l'université, mais la question de sécurité et d'encryptage est un autre domaine. Écoutez, il est 10 heures. On est conscient que vous avez sans doute plusieurs questions brûlantes. Malheureusement, on va arrêter ici aujourd'hui. Nous, on va se positionner comme équipe avec les gens qu'on avait ici. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient assister. Est-ce qu'on va faire une autre séance plus webinaire ou quelque chose du genre qui sera peut-être plus interactive? On espère avoir suscité d'intérêt au moins minimal. N'hésitez pas à nous consulter. Naturellement, selon le débit de courriel, on va tenter d'y répondre, mais on est tous aussi dans l'urgence pandémique universitaire à implanter des téléenseignements sur des programmes de physio et d'ergo. C'est qu'on va faire du mieux qu'on peut. On va essayer de ne pas vous décevoir, de ne pas vous laisser tomber, mais demeurer réaliste dans votre soutien. Et ça nous fera plaisir d'interagir, soit sur notre site Facebook avec vous, ou soit sur peut-être d'autres systèmes de chat qu'on pourrait mettre à notre disposition pour les prochaines semaines. Donc, je remercie mes collègues, je remercie Simon, je remercie Dalia, je remercie Hélène. Je pense qu'on a fait de notre mieux, puis on verra si on a une autre expérience. On vous l'avait dit, hein, on se pratiquait avec vous, puis ça a l'air qu'on aimait ça, on espère que vous avez aimé ça un petit peu. On va essayer de voir ce qu'on va faire dans l'avenir. Donc, merci bien.